10 000 bovins ont été relâchés dans une zone que les cartes classaient comme irrécupérable. Entre 2022 et 2025, sans technologies importées, sans hausse des précipitations et sans programme international pilote, des terres sahéliennes ont pourtant montré des signes mesurables de régénération, remettant en cause des décennies d'orthodoxie du développement. Que signifie ce résultat pour les populations qui dépendent directement de ces sols et pourquoi l'initiative portée sous Ibrahim Traoré interpelle-t-elle désormais bien au-delà du Burkina Faso, un désert qui cesse d'être un échec annoncé? Ce qui suit ne raconte pas une réussite miraculeuse, ni une solution universelle prête à être copiée ailleurs. Il s'agit d'un examen précis, d'un choix politique risqué, assumé dans un contexte où l'échec semblait statistiquement plus probable que le succès. En suivant cette trajectoire, le public comprend non seulement ce qui a changé sur le terrain sahélien, mais aussi pourquoi cette expérience oblige à réévaluer certaines certitudes bien établies. L'enjeu dépasse la simple restauration des sols. Il touche à la sécurité alimentaire, à la stabilité sociale et à la capacité d'un État à décider par lui-même de la gestion de ses ressources. Lorsque des territoires dans la Kwame Nord sont déclarés perdus, les conséquences sont immédiates. Retrait des investissements, dépendance accrue à l'aide extérieure, migration forcée et tensions locales durables. Ce récit promet donc autre chose qu'un bilan environnemental. Il propose de montrer comment une politique fondée sur des données locales, des savoirs pratiques et une prise de risque calculée peut produire des effets concrets là où les modèles standardisés ont échoué. Pour le lecteur, l'intérêt est clair. Comprendre comment des décisions apparemment marginales peuvent redéfinir ce qui est considéré comme possible, viable ou légitime dans des contextes réputés condamnés. En moins de 18 mois, certaines parcelles suivies ont enregistré une hausse moyenne de 11% de matière organique par rapport aux zones témoins, un signal rarement observé dans des sols sahéliens considérés comme épuisés. Dans le même intervalle, la mortalité du cheptel, annoncée par plusieurs experts au-delà de 20%, s'est stabilisée entre 6 et 8%, un niveau comparable aux systèmes pastoraux traditionnels. Ces deux chiffres ont marqué un basculement silencieux. Ils indiquaient que l'expérience ne se dirigeait pas vers l'effondrement annoncé, mais vers une trajectoire inattendue de stabilisation. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir au contexte dans lequel la décision initiale a été prise. Au début de 2022, le nord du Burkina Faso cumulait 5 années de précipitations inférieures aux moyennes historiques, oscillant entre 300 et 380 mm annuels. La couverture végétale était tombée sous les 20% dans plusieurs provinces, tandis que l'insécurité alimentaire progressait rapidement. Les réponses proposées par les partenaires extérieurs suivaient un schéma familier, programme pilote de plantation d'arbres, technologies importées, aides de court terme. Aucune ne répondait à la question centrale. Comment permettre à des populations de vivre durablement sur des terres déjà classées comme perdues? C'est dans ce contexte que l'approche soutenue par Ibrahim Traoré a rompu avec la logique dominante. Plutôt que de traiter la terre comme une victime à protéger par l'exclusion humaine, les décideurs ont choisi de la considérer comme un système dégradé par une mauvaise gestion, mais encore fonctionnel. Inspirée de modèles de pâturage régénératif et de savoirs locaux, cette lecture partait d'une hypothèse simple. Le problème n'était pas la présence du bétail, mais la manière dont il se déplaçait. Cette hypothèse allait rapidement devenir le point de friction entre scepticisme international et attente locale. Pour saisir les effets concrets de cette décision, il faut quitter les tableaux de données et suivre ceux qui l'ont appliquée sur le terrain. Dans les zones sahéliennes concernées, des éleveurs autrefois marginalisés ont été placés au centre du dispositif. Les anciens ont contribué à tracer les itinéraires de pâturage en s'appuyant sur leur mémoire des cycles de la terre, tandis que les plus jeunes ont été formés à observer l'humidité des sols, la réponse de la végétation et l'état sanitaire des animaux. Cette implication directe a modifié la dynamique dès les premiers mois. Le projet n'était pas piloté par des consultants extérieurs ni accompagné d'une communication internationale. Il reposait sur une organisation rigoureuse des déplacements du bétail avec des rotations fréquentes destinées à éviter le surpâturage tout en maximisant l'impact sur le sol.
Pour les communautés locales, cette approche rompait avec des décennies de politique perçues comme imposées de l'extérieur et peu adaptées à leur réalité. Les effets initiaux ont été modestes mais visibles. Les parcours se sont légèrement raccourcis, réduisant la pression quotidienne sur les familles. Les conflits liés à l'accès au pâturage ont commencé à diminuer dans certaines zones pilotes. Surtout, un changement psychologique s'est opéré. Les éleveurs n'étaient plus considérés comme un problème à gérer, mais comme des acteurs responsables d'un processus collectif. Ce basculement, encouragé politiquement sous la présidence d'Ibrahim Traoré, a créé un lien direct entre décision nationale et pratiques locales. Au fond, ce basculement rappelle une idée simple. La régénération commence par une responsabilité partagée. Avant le lancement effectif du projet, la trajectoire semblait déjà écrite. Les terres semi-arides du nord burkinabé étaient classées comme zones à risque élevé de désertification accélérée et les scénarios dominants prévoyaient une poursuite de la dégradation. Les communautés pastorales s'adaptaient comme elles pouvaient, allongeant les routes de transhumance, fragmentant les familles et acceptant une perte progressive de revenus comme un coût inévitable. Dans ce contexte, introduire massivement du bétail apparaissait pour beaucoup d'observateurs comme une erreur de calcul. La bascule s'est produite à la fin de 2022 lorsque le projet est passé du papier au terrain. 10 000 têtes de bétail, sélectionnées pour leur tolérance à la chaleur et leur résistance aux maladies, ont été introduites sur environ 120 000 hectares. Le point clé n'était pas le nombre, mais le mouvement. Les troupeaux étaient déplacés selon des cycles stricts, parfois tous les quelques jours, afin de concentrer temporairement la pression animale avant de laisser la zone se reposer. Ce rythme, inhabituel à cette échelle, constituait le cœur de l'expérimentation. Les premiers mois ont été les plus éprouvants. Les températures sont dépassées régulièrement les 43 degrés, l'accès à l'eau restait fragile et les critiques se sont intensifiées. Des rapports externes annonçaient des pertes catastrophiques et une dégradation irréversible des sols. Pourtant, sur le terrain, les indicateurs ne confirmaient pas ces projections. La mortalité du bétail, bien que réelle, restait inférieure au seuil redouté. Les vétérinaires locaux ont commencé à signaler une amélioration de la résilience des troupeaux attribuée à la réduction du stress lié au surpâturage continu. La phase suivante, courant 2023, a marqué l'apparition des premières répliques mesurables. Sous les sabots, les croûtes de sol durcies se fracturaient, permettant à l'eau de pluie, pourtant rare, de pénétrer plutôt que de s'évaporer. Les déchets organiques déposés quotidiennement enrichissaient progressivement la surface, réactivant une vie microbienne longtemps absente. Ces changements n'étaient pas spectaculaires à l'œil nu, mais ils s'accumulaient. C'est à ce moment que le silence médiatique a pris un sens particulier. À l'international, l'absence de communication a été interprétée comme un signe d'échec. En réalité, la décision politique était de laisser les données parler. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le projet n'a pas été présenté comme un acte héroïque, mais comme une responsabilité assumée. Si la terre ne pouvait être restaurée, la souveraineté restait théorique. En 2024, les répliques se sont amplifiées. Les images satellites ont commencé à montrer des variations de couleurs dans des zones auparavant jugées non récupérables. Les graminées saisonnières sont réapparues, suivies d'arbustes indigènes que l'on croyait disparus de ces couloirs. La couverture végétale progressait sans que les précipitations augmentent, ni que de nouvelles technologies interviennent. À la fin de cette phase, la chronologie racontait une autre histoire que celle attendue. Ce qui avait été perçu comme une prise de risque inconsidérée s'était transformé en une séquence cohérente. Pression contrôlée, repos des sols, puis réponse écologique graduelle. Les événements ne prouvaient pas une victoire définitive, mais ils invalidaient l'idée d'un échec inévitable. Au départ, la ligne de base était sévère, des sols compactés, une couverture végétale autour de 20% en 2022 et une rétention d'humidité trop faible pour soutenir une repousse durable. 2 ans plus tard, les mesures ont montré un écart net entre cette situation initiale et l'état observé dans les zones de rotation contrôlée. Le premier indicateur à évoluer a été la matière organique du sol, en hausse moyenne de 11% par rapport aux parcelles témoins.
En termes simples, cela signifie davantage de nutriments disponibles et une activité microbienne redevenue fonctionnelle, condition préalable à toute régénération. Le deuxième indicateur concernait la rétention d'humidité, qui a progressé d'environ 27% dans les zones suivies. Ce chiffre ne renvoie pas à une augmentation des pluies, restée stable sur la période, mais à la capacité du sol à conserver l'eau existante plus longtemps. Concrètement, les plantes ont pu survivre à des périodes sèches plus prolongées, réduisant la fréquence des pertes saisonnières. Dans un environnement sahélien, ce différentiel est décisif. Il transforme des épisodes de stress hydrique ponctuels en phase gérable plutôt qu'en rupture totale. Le troisième indicateur portait sur la densité de la végétation qui a atteint environ 38% dans certaines zones de rotation en 2025, soit presque le double de la ligne de base observée en 2022. Cette progression ne s'est pas faite de manière uniforme. Les graminées saisonnières sont revenues en premier, suivies par des arbustes indigènes adaptés aux cycles locaux. Chaque étape signalait une amélioration graduelle des fonctions écologiques, sans saut technologique ni apport externe massif. Ces chiffres ont un point commun. Ils décrivent des tendances, pas des miracles instantanés. Leur force réside dans leur cohérence. Pris isolément, aucun indicateur n'aurait suffi à convaincre des observateurs sceptiques. Ensemble, ils dessinent une trajectoire crédible de restauration progressive. Les images satellites ont confirmé ces évolutions, offrant une validation indépendante aux relevés de terrain effectués par des équipes locales formées. Sur le plan animal, les données ont également contredit les projections initiales. La mortalité du cheptel, annoncée par certains consultants externes à plus de 20%, s'est maintenue entre 6 et 8%, un niveau comparable, voire inférieur, aux systèmes pastoraux traditionnels de la région. Cette stabilité a été attribuée à des déplacements mieux organisés, à une réduction du stress chronique et à une surveillance vétérinaire plus attentive. Elle a permis aux troupeaux de croître naturellement, dépassant les 14 500 têtes en 2025 grâce à des taux de natalité stables et à une incidence limitée des maladies. Ces résultats ont déplacé le débat. Il ne s'agissait plus de savoir si l'expérience était idéologiquement acceptable, mais si les données pouvaient être ignorées. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la décision a été de ne pas surinterpréter ces chiffres, mais de les intégrer progressivement dans la formulation des politiques publiques. Les ministères concernés ont commencé à utiliser ces indicateurs comme référence, non comme argument de communication. L'enjeu, à ce stade, n'était pas de proclamer une victoire définitive, mais de démontrer qu'un écart mesurable entre le point de départ et la situation actuelle existait bel et bien. Si l'on compare la situation de départ et l'évolution observée, les chiffres montrent clairement que la trajectoire a changé. La question devenait alors moins scientifique que politique. Que faire de preuves qui remettent en cause des cadres établis ? Les critiques les plus solides du projet se sont articulées autour de deux arguments principaux. Le premier portait sur la scalabilité. Selon cette lecture, les résultats observés dans certaines zones sahéliennes resteraient moins liés à des conditions locales très spécifiques, difficiles à reproduire ailleurs. Étendre ce modèle risquerait, d'après eux, d'amplifier des effets négatifs dès que la discipline de gestion se relâcherait, transformant un succès ponctuel en échec structurel. Le second argument concernait la gestion du risque. Introduire massivement du bétail dans des écosystèmes fragiles exposerait les populations à des pertes sévères en cas de choc climatique extrême ou de rupture logistique. Pour ces observateurs, les indicateurs positifs mesurés sur quelques années ne suffisaient pas à garantir une résilience à long terme. Ils rappelaient que le Sahel reste soumis à des sécheresses récurrentes et à des contraintes sécuritaires susceptibles de perturber tout dispositif organisé. Ces objections ne sont pas marginales. Elles s'appuient sur des décennies d'expérience où des projets prometteurs ont échoué faute d'adaptation ou de continuité politique. Les ignorer reviendrait à confondre
résultats encourageants et certitudes définitives. Pourtant, les données disponibles permettent de formuler une réponse nuancée, sans céder ni à l'enthousiasme excessif, ni au rejet systématique. Sur la question de la scalabilité, le projet n'a jamais été présenté comme un modèle universel clé en main. Les documents internes soulignent au contraire que la variable décisive n'est pas le nombre de bovins, mais la qualité de la gouvernance locale et la précision des rotations. Autrement dit, ce qui pourrait être transposé ailleurs n'est pas une recette, mais une méthode d'observation et d'ajustement continu. Cette distinction limite le risque de généralisation abusive. Concernant la gestion du risque, les chiffres montrent que le dispositif n'a pas accru la vulnérabilité immédiate. La mortalité animale est restée dans des seuils comparables aux pratiques traditionnelles, tandis que l'amélioration de la rétention d'humidité a réduit l'exposition aux épisodes secs courts. Ces éléments n'annulent pas les menaces futures, mais ils indiquent que le système absorbe mieux les chocs ordinaires que les configurations antérieures. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la réponse politique a consisté à traiter ces objections comme des garde-fous plutôt que comme des raisons d'abandon. Le projet a avancé sans promesse d'infaillibilité, mais avec une exigence de suivi continu. La tension entre scepticisme et données n'a pas été résolue par un discours, mais par une accumulation prudente de preuves. La révélation centrale est apparue lorsque les effets observés ont commencé à dépasser la question des sols. À mi-parcours, il est devenu clair que le projet modifiait aussi les équilibres sociaux et politiques locaux. Les données environnementales validaient une hypothèse technique, mais leurs conséquences redessinaient autre chose, la relation entre l'État, les communautés rurales et la prise de décision. Ce déplacement du centre de gravité expliquait pourquoi l'initiative attirait désormais des délégations discrètes et des demandes d'accès aux données brutes. À ce stade, le silence officiel prenait un sens stratégique. Plutôt que de capitaliser immédiatement sur les résultats, la présidence a laissé les administrations et les acteurs locaux intégrer les changements à leur rythme. Pour Ibrahim Traoré, le projet n'était pas un symbole à exhiber, mais un test de cohérence entre discours de souveraineté et pratiques concrètes. La réussite ne se mesurait pas seulement en pourcentage de végétation, mais en capacité institutionnelle à apprendre sans intermédiaire. Cette bascule a marqué un tournant. L'initiative n'était plus perçue comme une anomalie technique, mais comme un précédent politique. Elle suggérait qu'une gouvernance enracinée dans les réalités locales pouvait produire des résultats mesurables sans validation préalable extérieure. À partir de là, la question n'était plus de savoir si la Terre pouvait se régénérer, mais comment cette logique allait transformer les choix futurs. Pour les institutions nationales, les effets ont été d'abord administratifs, avant d'être symboliques. Les ministères chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la cohésion sociale ont commencé à travailler à partir d'indicateurs communs plutôt que de programmes séparés. La régénération des terres n'était plus traitée comme une politique sectorielle, mais comme un levier transversal lié à la sécurité alimentaire et à la stabilité. Cette intégration a modifié la manière dont les priorités budgétaires étaient discutées en donnant plus de poids aux données issues du terrain qu'aux modèles importés. Pour les communautés pastorales, les conséquences ont été immédiates et visibles. La réduction des itinéraires de transhumance a diminué la fréquence des déplacements forcés vers le sud, souvent source de conflits. Des enquêtes locales menées fin 2024 ont indiqué une baisse d'environ 25% des migrations saisonnières dans les zones du projet. Cette stabilisation a permis aux enfants de rester plus longtemps scolarisés et aux membres âgés de ne plus être laissés en arrière. Les familles ont gagné en prévisibilité, un facteur rarement mesuré, mais essentiel pour planifier sur plusieurs années. Du côté des ménages ruraux, l'impact économique s'est progressivement consolidé. Grâce à une meilleure santé du bétail et à des pertes réduites, les revenus pastoraux moyens ont augmenté entre 32 et 40% sur une période de 3 ans. Il ne s'agissait pas d'un enrichissement rapide, mais d'une transition vers une stabilité relative. Cette marge a été utilisée pour réparer des habitations, investir dans le stockage de l'eau ou acheter des réserves alimentaires pendant les périodes de sécheresse.
La différence tenait moins au montant qu'à la continuité. Enfin, pour le contexte régional, les répercussions ont dépassé les frontières Chonra locales. La diminution des tensions liées à l'accès au pâturage a contribué à un apaisement partiel dans des zones historiquement sensibles. À mesure que les résultats devenaient difficiles à ignorer, des observateurs internationaux ont commencé à solliciter des données détaillées. Le Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, s'est retrouvé cité non comme un cas de crise, mais comme une étude de référence dans les débats sur la désertification. Ces 4 niveaux racontent une même histoire sous des angles différents. Les chiffres environnementaux ont servi de déclencheur, mais ce sont les effets humains et institutionnels qui ont donné au projet sa portée réelle. À ce stade, la question n'était plus de savoir si l'expérience fonctionnait localement, mais ce qu'elle impliquait pour la manière dont le succès est défini et reconnu. Dans un scénario de base, la trajectoire observée se prolonge sans accélération spectaculaire. Les rotations restent disciplinées, les indicateurs écologiques continuent de progresser lentement et les administrations consolident les mécanismes de suivi. La couverture végétale gagne quelques points supplémentaires, la rétention d'humidité se stabilise et les revenus pastoraux demeurent prévisibles. Ce scénario n'implique pas une transformation radicale, mais il ancre la régénération dans la durée, réduisant la probabilité d'un retour rapide aux dynamiques de dégradation antérieures. Le scénario optimiste suppose une coordination renforcée entre politique foncière, gestion de l'eau et sécurité rurale. Dans cette configuration, les gains environnementaux facilitent des investissements ciblés, comme l'amélioration des points d'eau et l'accès aux marchés locaux. Les communautés deviennent plus attractives pour les jeunes, limitant l'exode et renforçant le capital humain. La logique n'est pas celle d'une expansion massive, mais d'une densification intelligente des pratiques efficaces, avec des effets cumulatifs sur la stabilité sociale. A l'inverse, le scénario défavorable repose sur une rupture de discipline ou un choc externe majeur, une insécurité accrue, une crise logistique ou une politisation excessive du projet pourrait désorganiser les rotations et affaiblir la confiance locale. Dans ce cas, les indicateurs pourraient stagner, voire régresser, alimentant le récit selon lequel l'expérience n'aurait été qu'une parenthèse. Ce scénario rappelle que les résultats dépendent moins de la technique que de la continuité de la gouvernance. Face à ces possibles, une recommandation de méthode s'impose, traiter les prochains mois comme une phase d'apprentissage encadrée, plutôt que comme une course à la démonstration. Si les données continuent de guider les ajustements, alors la trajectoire restera lisible et défendable. Si, au contraire, l'urgence de prouver l'exception l'emporte, le risque d'erreur augmente. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils éclairent les choix à venir. Leur utilité réside dans la capacité à reconnaître que la réussite, ici, n'est ni automatique, ni acquise, mais conditionnelle à des décisions cohérentes dans le temps. À ce stade, l'expérience ne concerne plus uniquement le Sahel ou les politiques publiques africaines. Elle interroge directement la manière dont le public interprète les récits de crise et de solutions. Pendant des décennies, les territoires arides ont été présentés comme des espaces condamnés nécessitant une intervention extérieure permanente. Ce cadrage a façonné les attentes. L'échec semblait normal, le succès improbable, et lorsqu'il survenait, il était souvent attribué à une aide exceptionnelle plutôt qu'à des capacités locales. Pour une partie du public, notamment dans les pays habitués à consommer l'actualité internationale à distance, cette histoire produit un léger déplacement cognitif. Elle oblige à distinguer entre manque de ressources et manque de reconnaissance. Les données montrent que des choix de gestion peuvent modifier des trajectoires, même dans des environnements contraints. Ce constat n'exige pas une adhésion idéologique, mais une révision des hypothèses implicites sur ce qui est possible ou non. Sur un plan plus personnel, le récit résonne avec une expérience familière, celle de systèmes déclarés irréparables alors qu'ils souffrent surtout de décisions mal ajustées. Qu'il s'agisse de territoires ruraux délaissés, d'économies locales fragilisées ou d'écosystèmes urbains dégradés, l'idée que la restauration passe par la responsabilité plutôt que par l'exclusion trouve un écho transversal.
Le projet rappelle aussi que la patience joue un rôle central. Les résultats observés ne sont pas le fruit d'une innovation spectaculaire, mais d'une continuité disciplinée. Pour le public, cela déplace l'attention du geste héroïque vers le travail soutenu, moins visible mais plus déterminant. Deux enseignements se dégagent alors. D'abord, la réussite n'est pas toujours bruyante ni immédiatement lisible. Ensuite, la crédibilité d'une solution dépend moins de son origine que de ses effets mesurables. Ces constats invitent à une lecture plus exigeante de l'actualité. Non pas chercher des récits rassurants, mais identifier les dynamiques qui transforment réellement le quotidien. À partir des enseignements tirés, une feuille de route pragmatique s'est progressivement dessinée sans être formalisée comme un plan unique. La première étape concerne la clarification des responsabilités. Les administrations centrales définissent les objectifs généraux et les indicateurs de suivi, tandis que les communautés locales restent responsables de l'exécution quotidienne. Cette répartition limite les frictions et maintient la capacité d'adaptation au plus près du terrain. La deuxième étape porte sur le renforcement des capacités locales. Des formations ciblées ont été mises en place pour permettre aux éleveurs et aux agents communautaires de collecter des données simples mais fiables, comme l'humidité du sol, la couverture végétale et la santé du cheptel. L'objectif n'est pas de produire des rapports complexes, mais d'assurer une boucle de rétroaction régulière entre observation et décision. La troisième étape concerne la coordination intersectorielle. Les politiques foncières, hydriques et de sécurité rurale sont progressivement alignées afin d'éviter que des décisions contradictoires n'annulent les gains obtenus. Cette synchronisation est mesurée par la stabilité des itinéraires de pâturage et la diminution des conflits locaux liés à l'accès aux ressources. Une quatrième étape vise la consolidation institutionnelle. Les indicateurs issus du projet sont intégrés au processus budgétaire et législatif, permettant d'évaluer les politiques sur la base de résultats observables plutôt que d'intentions déclarées. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette approche a renforcé l'idée que la souveraineté se mesure par la capacité à apprendre et à ajuster. Enfin, la cinquième étape concerne le suivi dans le temps. Les données environnementales et sociales sont comparées à des lignes de base claires afin de distinguer les fluctuations normales des tendances structurelles. Mesurer, ici, ne signifie pas figer, mais éclairer les choix futurs. Cette feuille de route n'impose pas une solution universelle. Elle propose un cadre reproductible fondé sur la responsabilité partagée et la preuve progressive. Au fil du temps, l'image la plus persistante n'a pas été celle des graphiques ou des tableaux de chiffres, mais celle de troupeaux avançant lentement sur des terres autrefois considérées comme stériles. Ce motif, déjà esquissé au début du récit, revient ici chargé d'un sens différent. Il ne symbolise pas une victoire définitive sur le climat, ni une promesse de prospérité immédiate, mais une relation restaurée entre des communautés et leur environnement. Ce retour à une forme de continuité a transformé la manière dont les habitants perçoivent leur avenir. Là où dominait l'incertitude et la fuite, une capacité à se projeter est réapparue. Les décisions quotidiennes ont cessé d'être dictées uniquement par l'urgence. Cette évolution, discrète mais profonde, explique pourquoi le projet a dépassé son cadre technique pour devenir un repère collectif. Dans ce contexte, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme celui d'un dirigeant charismatique que comme celui d'un facilitateur de risques assumé. En laissant une idée mûrir sans l'enfermer dans un discours triomphal, il a permis aux résultats de fonder leur propre légitimité. La phrase qui s'impose alors tient en peu de mots. La résilience ne s'importe pas, elle s'organise. Ce rappel n'efface ni les défis persistants, ni les incertitudes à venir. Il ancre simplement une certitude nouvelle. Ce qui avait été déclaré perdu peut redevenir habitable lorsque la responsabilité remplace l'abandon. À ce stade, l'histoire ne demande ni adhésion automatique, ni célébration. Elle invite plutôt à une pause critique. Ce qui s'est joué ici n'est pas seulement une expérience sahélienne, mais un déplacement du regard porté sur la capacité d'agir dans des contextes contraints. Lorsque des résultats mesurables émergent sans validation préalable des centres habituels d'expertise, une question s'impose naturellement. Comment décidons-nous quelles solutions méritent d'être prises au sérieux ?
Le cas du Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ne fournit pas de modèle universel. Il propose un miroir. Il renvoie aux sociétés qui observent cette expérience leur propre cadre d'analyse, leurs réflexes de scepticisme ou de confiance, et la place qu'elles accordent au savoir ancré dans le terrain. La portée du récit tient moins à ce qu'il promet qu'à ce qu'il oblige à reconsidérer. Pour le public, l'enjeu devient alors personnel autant que collectif. Si des trajectoires réputées irréversibles peuvent être infléchies par des choix cohérents et patients, quelles autres situations ont été jugées trop vite impossibles? Et combien de réponses ont été écartées, non pour manque de preuves, mais pour manque de reconnaissance? La discussion reste ouverte, elle mérite d'être menée sans slogan ni certitudes hâtives, à partir des faits et de leurs implications. C'est à ce dialogue réfléchi que ce récit invite en laissant au lecteur la responsabilité de poursuivre la question au-delà de ses lignes.